Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Laura Hanot de l'association Sortir du nucléaire. Et c'est un dossier spécial aujourd'hui consacré au transport des déchets radioactifs. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Laura Hanot de l'association Sortir du nucléaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors rappelons en quelques mots, si vous le voulez bien, les objectifs de Sortir du nucléaire. Alors, Sortir du nucléaire est une association qui regroupe des associations locales de défense de l'environnement, de lutte contre le nucléaire et de promotion des énergies renouvelables ou de l'efficacité et de la sobriété énergétique. Et donc, nous souhaitons la sortie du nucléaire et apporter de l'information et sensibiliser le grand public sur ces questions du nucléaire, donc ses dangers, les problèmes et les risques qui y sont associés. Et puis, nous mettons en avant et nous faisons la promotion, comme je vous le disais, des énergies alternatives, renouvelables, et puis de l'efficacité, de la sobriété énergétique, donc des économies d'énergie. Alors récemment, nous avons reçu une information concernant le transport de déchets nucléaires par voie ferrée et notamment un convoi qui emprunterait, et ce n'est pas la première fois, les voies du RER. Oui, alors c'est tout à fait ça. Un train a traversé une partie de l'Italie et une partie de la France. Alors ce train était un train qui transportait des déchets hautement radioactifs en provenance d'Italie, plus précisément du réacteur d'Avogadro dans le Piémont, qui a été arrêté en 1982. Donc, comme je vous le disais, ces déchets sont des déchets hautement radioactifs. Il existe plusieurs types de déchets. Des déchets de basse activité, des déchets de moyenne activité, des déchets hautement radioactifs et des déchets très hautement radioactifs. Là, nous étions sur des déchets de haute activité. Alors, quels sont les risques d'un tel transport et surtout pour les populations urbaines et les voyageurs qui prennent le RER ? Alors, tout d'abord, il y a des risques inhérents à ce type de transport. Comme je vous le disais, il s'agissait ici de déchets hautement radioactifs et donc il y a des risques d'irradiation directe des populations riveraines des voies, riveraines des gares et également des cheminots qui travaillent sur ces trains. Et qu'est-ce qui pourrait se produire justement ? Prenons un exemple. Une personne qui s'approcherait et qui resterait en contact avec ce wagon pendant une demi-heure recevrait la dose qui est admissible pour le public, mais la dose maximale annuelle. Ah oui, en une demi-heure, on pourrait recevoir la dose qui est admissible sur une année. Donc finalement, les containers ne sont pas totalement hermétiques. Alors, ces containers, qu'on appelle castor ou château en français, sont des containers qui permettent de limiter les émissions de rayonnement radioactif, mais qui ne les arrêtent que partiellement. C'est-à-dire que ces containers qui sont blindés ne permettent pas d'arrêter toutes les radiations. Donc finalement, pendant tout le transport de ces déchets sur la ligne du convoi, on irradie en permanence. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est quand même assez surprenant. Ah oui, bien sûr, c'est surprenant et c'est légal. C'est-à-dire que la législation autorise ce type de transport, alors que justement, si on est en contact direct avec ces containers, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant 30 minutes, on peut recevoir la dose maximale annuelle autorisée. Et alors, je ne vous parle même pas en cas d'incident ou d'accident, si ce combustible usé était mis à nu, si les containers s'ouvraient, alors là, ce serait catastrophique. Est-ce que les pouvoirs publics en ont conscience ?
Alors, les pouvoirs publics, ça dépend à quelle échelle. Disons qu'au niveau de l'industrie nucléaire et des autorités nationales, oui, il y a sans doute une certaine conscience de ce risque, une connaissance de ce risque. Malheureusement, pour les autorités locales et notamment les élus locaux et les maires, je pense qu'il y a une absence de conscience de ces risques parce qu'en France, il y a un défaut total d'information. C'est même pas, on est même plus, on va même plus loin que le défaut. On est sur une absence d'information, sur une opacité totale et sur un secret. Et au niveau du gouvernement? Alors, au niveau du gouvernement, j'ai envie de vous dire que les spécialistes de la question connaissent ces risques, mais en grande partie, en France, il y a un défaut de connaissance et d'information sur ces questions. Le lobby nucléaire est présent depuis tellement d'années, a fait tellement un travail justement de désinformation, de détention, même de déformation d'informations, qu'il y a vraiment un déficit de connaissance de ces questions et des risques associés au nucléaire chez les élus locaux ou nationaux. On voit bien par exemple au Parlement que très peu de parlementaires et de sénateurs sont réellement au courant des risques liés au transport nucléaire et à l'énergie nucléaire de manière globale. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le ministère de l'Environnement ? Sur cette question, sur ce transport-là précisément, non. Mais de toute façon, dès que nous essayons d'entrer en contact avec les autorités sur ces questions de transport ou sur le nucléaire, on nous oppose très souvent le secret défense. C'est-à-dire que les pouvoirs publics se cachent derrière le secret défense pour ne pas donner d'informations au public, aux élus et aux associations qui s'occupent de cette problématique. Oui, c'est très facile. Bien entendu, c'est très facile. Alors, quel est le lieu de destination de ces déchets ? Alors, le lieu de destination de ces déchets, c'est l'usine Areva de La Hague. Alors, à l'usine Areva de La Hague, on fait ce qu'on appelle du retraitement. Alors, ça, c'est le terme utilisé par l'industrie qui dit retraiter les déchets dans cette usine Areva de La Hague. En réalité, le retraitement, c'est une industrie de récupération du plutonium. C'est-à-dire que dans les années 60, on a ouvert cette usine Areva de La Hague, à l'époque Cogema, pour extraire le plutonium contenu dans le combustible usé. Alors je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Une fois que le combustible a été utilisé dans les centrales, il ressort sous forme de combustible usagé. C'est ce qu'on appelle les déchets radioactifs. Et les retraités, consistent en fait à séparer les différents éléments radioactifs qui sont contenus dans ce combustible, et notamment du plutonium. Pour vous donner une idée, 3 kilos de plutonium suffisent à faire une bombe, nucléaire. En effet, oui. Alors, l'industrie prétend, et donc là, ici Areva, prétend, sous couvert de ce terme de traitement des déchets, recycler les déchets radioactifs. Sauf que ce n'est pas vrai du tout. Ce que je vous disais, c'est que cette opération consiste simplement à séparer les différents éléments qui sont contenus dans ce combustible usé. Et il y a énormément de problèmes liés au retraitement. Premièrement, il ne permet pas du tout de faire baisser la radioactivité. En plus, il augmente la quantité de déchets produits, puisque tous les produits chimiques qui sont utilisés pour séparer ces différents éléments deviennent eux-mêmes des déchets puisqu'ils sont contaminés. Ce retraitement augmente les transports, puisque du coup, ça conduit à transporter des matières radioactives de l'étranger jusqu'à l'usine Areva de La Hague dans la Manche, ou alors sur tout le territoire français. Évidemment, ces transports, au plus il y en a, au plus les risques liés à ces transports sont augmentés. Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, puisqu'on sépare le plutonium, ça augmente le risque de prolifération de la bombe atomique, puisque au départ, le plutonium qui est contenu dans ce combustible, il y reste, alors que là, on le sépare et on le rend directement utilisable. Et puis alors, dernière chose, et qui est fondamentale, c'est que cette usine de retraitement à La Hague produit des pollutions radioactives énormes. C'est-à-dire qu'elle rejette en permanence des rejets liquides et gazeux qui sont extrêmement radioactifs. Et pour vous donner un ordre d'idée, chaque jour, l'usine Areva de La Hague
peut rejeter plus de radioactivité dans l'environnement que l'ensemble des centrales françaises. Et c'est énorme. En effet, oui. Oui, et donc pour nous, le retraitement nous conduit est vraiment une impasse, et il faudrait très vite l'arrêter pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, et puis parce que c'est très mensonger. Voilà, l'industrie nucléaire prétend retraiter, recycler des déchets, or c'est tout à fait faux. Alors ces déchets sont enfouis. Comment se passe un enfouissement de déchets nucléaires? Sont-ils stockés et quels sont les risques de ce stockage? Alors, pour le moment, ils ne sont pas enfouis. L'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, souhaiterait justement les enfouir en profondeur. Il y a un projet en France, un laboratoire expérimental à Bure, dans la Meuse, où justement on recherche les possibilités et éventualités de stocker ces déchets hautement et très hautement radioactifs en profondeur. Ça pose d'énormes problèmes. Nous, bien entendu, nous sommes totalement opposés à cette question. Premièrement, et puis bien parce que les enfouir en profondeur, c'est un peu comme si on disait loin des yeux, loin du cœur. On les enfouit, comme ça on ne les voit plus, on ne s'en occupe plus. Et puis les retours d'expérience qu'on a sur ce type de pratique sont catastrophiques. Alors en France, nous n'avons pas de site de stockage en profondeur. Par contre, il en existe un en Allemagne où les autorités allemandes ont décidé de mettre en place un projet à Hasse, dans une ancienne mine de sel. Et donc on a enfoui les déchets dans cette ancienne mine de sel. Aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que l'eau a envahi toutes les voûtes souterraines, toutes les galeries, qu'elle a attaqué les fûts, et qu'aujourd'hui, il y a des fuites. L'environnement alentour est totalement contaminé, les nappes phréatiques également, ce qui fait que l'eau de la région est contaminée. Ah, c'est très grave. Oui. En France, on a un exemple, mais pas de stockage en profondeur, de stockage en surface. Dans la Manche, justement, pas loin de l'usine Areva de La Hague, ce centre s'appelle le centre de stockage de la Manche, et on y a stocké des déchets en surface, et ensuite on a remis de la terre au-dessus. Donc aujourd'hui, c'est une colline qui, bien entendu, est mise sous surveillance et entourée de grillages. Et là, on a la même problématique. C'est-à-dire que l'eau a pénétré, elle a entraîné une corrosion des fûts, et il y a des images catastrophiques de fûts éventrés qui contaminent l'environnement, les nappes phréatiques, et donc bien évidemment tous les cours d'eau alentour. Et c'est dans quel département, vous dites ? La Manche. Et il n'y avait pas un site qui était prévu, un site d'enfouissement ou quelque chose comme ça dans l'Aube ? Si, alors dans l'Aube, ce sont pour les déchets de faible activité à vie longue. Donc voilà, c'est un projet pour stocker ce qu'on appelle les FAVL, déchets de faible activité à vie longue. Pour l'instant, ce projet n'est pas d'actualité parce que les associations ont fait un très bon travail d'information et de sensibilisation des élus, et pour le moment, le gouvernement français a beaucoup de mal à trouver des communes qui accepteraient justement d'accueillir ces déchets. Alors que vont devenir ces déchets nucléaires ? A-t-on les moyens de les traiter véritablement, ou ils vont rester comme ça vitam aeternam ? Eh bien, tout le problème est là. Aujourd'hui, en ayant recours à l'électricité d'origine nucléaire, nous sommes vraiment dans une impasse parce que chaque année, nous produisons une quantité énorme de déchets dont nous n'avons jamais su quoi faire et dont nous ne savons toujours pas quoi faire. En France, chaque année, on produit 1200 tonnes de déchets, ce qui est énorme, et il n'existe aucune solution aujourd'hui. Pour nous, c'est très grave, car en fait, ça revient à hypothéquer l'avenir. On laissera le soin à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures, de s'occuper de ces déchets. Et c'est très, très, très problématique, parce que comment voulez-vous créer cette mémoire du risque ? Par exemple, les pyramides égyptiennes ont 5000 ans. Oui. On sait très bien que nos explorateurs sont allés fouiller dans le sol pour justement essayer de découvrir des choses sur les civilisations anciennes. Imaginez-vous des explorateurs dans 5000 ans qui auraient l'idée d'aller creuser et qui tomberaient sur des déchets qui sont radioactifs. Parce que bien entendu, de nombreux déchets ont une radioactivité à vie longue, et donc vous restez radioactif pour certains pendant des dizaines de milliers d'années. Ouais, effectivement, oui. Et alors on nous dit sans arrêt, mais de toute façon on va trouver le moyen de les traiter. Eh bien oui, alors
Évidemment, ça relève de la croyance inéluctable dans la science, dans le progrès technique. Sous-entendu, la science va tout résoudre. Nous allons trouver des solutions. Oui, sauf que cette promesse, eh bien, l'industrie la tient depuis l'ouverture du parc nucléaire français, il y a 40-50 ans. Et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas trouvé de solution. Et donc c'est un peu de l'utopie de croire qu'on va traiter les déchets. Et oui, c'est tout à fait utopique et c'est pour ça que pour nous, il existe une seule solution, c'est d'arrêter d'en produire maintenant, d'arrêter les dégâts, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, dans cette fuite en avant, où, sous prétexte de produire de l'électricité pour une génération, parce que là, on est bien là-dessus, on produit de l'électricité nucléaire depuis une trentaine d'années, 40 ans, pour certains réacteurs, et puis, on va laisser comme fardeau aux générations qui arrivent derrière nous, des déchets qui seront radioactifs pendant des centaines, voire des milliers d'années. Alors est-ce que l'on peut vraiment sortir du nucléaire au profit des énergies renouvelables et pourquoi tarde-t-on à le faire? Alors, bien entendu, nous pouvons sortir dès maintenant du nucléaire en développant massivement les énergies renouvelables, mais surtout en économisant l'énergie. Il y a vraiment un effort à faire en France et partout dans le monde sur les économies d'énergie. Alors en isolant mieux nos bâtiments, en ne gaspillant pas l'électricité et l'énergie de manière générale. Il faudrait bien entendu que les pouvoirs publics se prennent en main et mettre en place des politiques ambitieuses justement d'économie d'énergie, de développement des renouvelables. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages, notamment de l'industrie et du lobby nucléaire, mais c'est vraiment une question de volonté politique. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de sortir du nucléaire très rapidement. Il existe de nombreuses études qui ont été faites, qui sont très sérieuses. Par exemple, le réseau Sortir du nucléaire a développé des plans de sortie en 5 ans ou 10 ans. Il y a également des associations locales qui proposent aujourd'hui des plans de sortie à l'échelle régionale. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, une association qui s'appelle Virage Énergie a mis en place un plan de sortie de Gravelines, donc la centrale de Gravelines où il y a 6 réacteurs. Et ce plan de sortie permettrait de sortir de Gravelines, de fermer Gravelines en 5 ans, de rendre la région complètement autonome en énergie et de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est tout à fait possible, des études crédibles et concrètes existent, mais le problème en France c'est que l'on s'interdit, c'est pas que l'on s'interdit, c'est que le lobby nucléaire, l'industrie interdit la France de justement mettre en place ces politiques ambitieuses. Et le lobby nucléaire est tellement fort que la plupart des subventions en matière d'électricité et de recherche énergétique vont au nucléaire. Et ça aussi c'est très problématique. Alors ça se trouve où, Gravelines ? Gravelines, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, entre Dunkerque et Calais. Ça a l'air d'être très, irradié là-haut, hein. Oui, mais de toute façon, la France, clairement, est irradiée en permanence. Nous sommes dans un accident permanent, j'ai envie de vous dire, puisque aujourd'hui, nous avons 19 sites de production d'électricité, 58 réacteurs en fonctionnement, sans parler des usines qui enrichissent ou transforment l'uranium pour ensuite le mettre dans nos centrales, sans compter l'usine de retraitement de La Hague, sans compter les installations nucléaires où on fabrique des bombes, etc., etc. Alors concrètement, quel est le taux d'irradiation d'une centrale nucléaire autour d'un site? Est-ce que ça irradie à plusieurs kilomètres? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas très loin d'une centrale nucléaire? Eh bien, quand on n'est pas très loin d'une centrale nucléaire, on reçoit en permanence des pollutions radioactives. Les centrales rejettent dans l'environnement des rejets liquides dans l'eau, puisqu'on a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs, et ensuite cette eau est en partie contaminée. On le rejette dans l'eau des rivières, dans l'eau de la mer. L'air est également contaminé. Le problème, c'est que en France, il n'y a jamais eu de réelle étude, et ça aussi c'est une question de volonté politique et des pouvoirs publics, d'étudier et de mettre en place des vrais registres des cancers. Par contre, à l'étranger, ça a déjà été fait. En Allemagne notamment, des études sont réalisées sur l'impact des centrales sur la santé, sur l'augmentation des cancers aux alentours des centrales. Alors ça cause des problèmes à combien de kilomètres à la ronde ?
Eh bien, c'est bien ça le problème de la radioactivité, c'est que la radioactivité n'a pas de frontières. Au plus on est près de la centrale, au plus on reçoit de la radioactivité, mais c'est pas parce qu'on s'en éloigne qu'on ne reçoit pas de la radioactivité. On en reçoit quand même, dans une moindre mesure, mais il faut savoir que le nucléaire, la problématique, c'est pas... Pour déclencher des maladies ou des problèmes liés au nucléaire, il ne suffit pas d'être à côté de la centrale et de recevoir des grosses doses. Les faibles doses de radioactivité, sur le long terme, peuvent être nocives également. C'est vraiment inquiétant ce que vous nous dites là. Oui, c'est inquiétant, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut faire autrement. On peut en sortir. Alors, bien entendu, le discours ambiant qu'on entend, c'est que, bien, en France, on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est totalement faux. On marque une pause dans ce dossier spécial. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Laura Hanaud de l'association Sortir du nucléaire. Nous parlons du transport des déchets radioactifs. Alors concrètement, quelles sont vos actions sur le terrain concernant ces transports de déchets nucléaires ? Eh bien, nous, sur le terrain, nous mettons en place des mobilisations et des actions de sensibilisation et d'information du public. Il faut savoir qu'on ne fait pas ça pour le plaisir ou pour s'amuser, mais en France, il y a un énorme problème de secret et d'opacité autour de ces transports. Les populations, les élus, les cheminots ne sont pas informés du passage de ces convois et ne sont pas informés des risques. C'est très problématique parce que comment voulez-vous mettre en place des réelles politiques de prévention et de radioprotection si les populations ne sont pas tenues informées de l'existence de ces convois? Alors nous mettons justement en place des campagnes d'information pour que la population ait conscience de cette problématique, ait conscience de l'existence de ces transports, et puis aussi pour les sensibiliser aux risques, dangers et enjeux du recours à l'énergie nucléaire. Et donc, vous agissez par quels moyens ? Eh bien, ça dépend. En général, on propose surtout des mobilisations, des campagnes de tractage. Nous interpellons également les pouvoirs publics, les autorités de sûreté qui sont censées assurer la surveillance et le bon déroulement de ces convois. Et puis, parfois, malheureusement, nous sommes obligés d'intervenir, de nous interposer pour empêcher que ces convois circulent. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir encore beaucoup de temps pour obtenir des résultats globaux concrets ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Nous avons décidé à notre niveau de faire monter la pression au fur et à mesure d'ici aux élections présidentielles et des législatives qui s'en suivront. Nous mobiliserons sans relâche, nous sensibiliserons sans relâche pour justement faire enfin émerger cette problématique au grand jour et pour que la population soit réellement informée de ce qu'est l'industrie nucléaire, de ce qu'est le nucléaire aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, la population n'a jamais été consultée, n'a jamais été clairement informée, et j'ai même envie de vous dire c'est pire, on a fait de la rétention d'informations, du mensonge. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Tchernobyl, où on avait assuré à la population que le nuage s'était arrêté à la frontière. Or, aujourd'hui, nous savons que c'est pas vrai. Et regardez en Allemagne ce qui s'est passé. La population a été tenue au courant de ce qui s'était passé à Tchernobyl. Les autorités allemandes ont mis en place des plans d'interdiction de consommation de certains aliments, notamment les champignons. La population a reçu une réelle information. Il y a eu des politiques de prévention et la population allemande s'est prononcée pour la sortie du nucléaire. Et en Europe, il y a beaucoup de pays qui sortent du nucléaire aujourd'hui ou qui ne se sont jamais lancés dans cette folie. Alors l'Allemagne, par exemple ? Oui, l'Allemagne, par exemple. Alors l'Allemagne a décidé d'en sortir il y a quelques années. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'Allemagne. On entend notamment que le gouvernement Merkel voudrait revenir sur cette sortie. C'est faux.
Le gouvernement Merkel veut simplement augmenter la durée de vie de certaines centrales pour continuer à produire de l'énergie d'origine nucléaire pendant encore quelques années. Alors bien entendu, rien n'est joué et rien n'est gagné d'avance parce que le mouvement antinucléaire en Allemagne est très fort et ce n'est pas un acte militant en Allemagne d'être antinucléaire. Pour les Allemands, ça va de soi, ça relève de la logique. Et j'ai envie de vous dire, alors il ne s'agit pas de dire qui détient la vérité ou pas, mais les Allemands ont vraiment compris la problématique parce que avec le nucléaire, c'est comme si on jouait à l'apprenti sorcier. On fait une confiance totale dans la science, pensant qu'on va pouvoir maîtriser quelque chose. En l'occurrence l'atome et l'instabilité de l'atome. Or justement, c'est quelque chose qui est instable et il y a un moment, il faut arrêter justement de jouer avec ces choses-là, de jouer à l'apprenti sorcier et de penser qu'on va toujours pouvoir maîtriser, que l'homme a la capacité de maîtriser la nature. Il y a un moment, il faut remettre les choses à leur juste niveau et avoir conscience bien que non, on ne peut pas tout maîtriser, que certaines technologies comportent et présentent des risques et que ce sont de réelles menaces. Oui, d'ailleurs, on l'a vu avec les laboratoires pharmaceutiques et le scandale du Mediator. Exactement. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour le nucléaire, on est tout à fait sur le même registre. Tout à fait. Alors, quels sont les autres pays, les autres États qui ne se sont pas lancés justement dans cette folie ? Eh bien, un exemple, juste à côté de chez nous, l'Autriche ne s'est jamais lancée dans le nucléaire. Et pourtant, l'Autriche est un pays développé qui tient debout économiquement. L'Autriche n'a jamais eu de problème de développement, qu'il soit économique ou social. Oui, c'est un modèle. Oui, en quelque sorte, on pourrait l'assimiler à un modèle, oui. Alors, quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Eh bien, le message que je souhaiterais leur adresser, c'est d'une part, comme je vous le disais, que la sortie du nucléaire est possible, qu'il ne faut pas non plus écouter le discours ambiant qui nous dit que nous ne pouvons pas faire autrement. Et puis, j'ai aussi envie de leur dire que si mon discours les a sensibilisés, intéressés, qu'ils peuvent se rendre sur le site de Sortir du nucléaire pour avoir des compléments d'informations sur toutes ces questions, sur la problématique des déchets, sur la problématique des transports, également sur le nucléaire en général, et puis sur les politiques alternatives d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, et puis si ils en ont le souhait, de faire un pas supplémentaire et de nous rejoindre dans notre campagne que nous allons lancer, notamment pour les présidentielles, et puis également pour les 25 ans de Tchernobyl, car le réseau Sortir du nucléaire, pour commémorer les 25 ans de cette catastrophe, qui dure encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il faut bien être conscient que Tchernobyl tue toujours, nous avons décidé de lancer un appel à 25 jours d'action pour ces 25 ans, et donc partout en France vont s'organiser des actions contre le nucléaire, de promotion des alternatives, donc des actions de sensibilisation, des actions un peu plus coup de poing. Nous coordonnons également une tournée qui a pour objet de donner la parole aux témoins du nucléaire, aux porteurs d'alternatives, et puis nous appelons également les gens à se mobiliser, à venir manifester leur refus du nucléaire devant les centrales. Alors donc, vous allez nous donner l'adresse du site internet ? Oui, et bien donc l'adresse de notre site internet, c'est www.sortirdunucléaire.org. Donc les personnes concernées qui s'inquiètent, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, notamment de la radio, qui ont peur du nucléaire. Oui, alors justement, nous ne voulons pas non plus jouer sur la peur des gens. Nous voulons simplement leur faire prendre conscience des risques, dangers et de la problématique liée au nucléaire, mais surtout, nous voulons susciter chez eux une action et une envie d'en sortir. Nous voulons susciter de l'espoir et montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Eh bien, Laura Hanau, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt sur cette antenne. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour un autre dossier spécial. Fréquence Évasion.